Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce nouveau forum à notre radio, ou de notre radio plutôt, Ifriqiya FM, intitulé Le tourisme à l'ère numérique et qui coïncide avec la célébration de la journée nationale algérienne du tourisme. Moïse, bonjour Moïse. Bonjour Samar, effectivement nous sommes ravis de vous accueillir vous tous ici aujourd'hui parce que nous discutons de l'impact du numérique dans le secteur du tourisme en Afrique, parce que c'est un sujet d'une importance croissante dans le monde connecté que nous sommes aujourd'hui. Mais avant, Moïse, d'aborder le thème de cette rencontre, revenons brièvement sur l'histoire du tourisme. Alors, le mot tourisme apparaît pour la première fois en 1841. Depuis, le tourisme est devenu un puissant vecteur de croissance économique et de création d'emplois à travers le monde. Donc, le secteur touristique représente directement et indirectement un pourcentage important de l'économie mondiale. Si on prend par exemple l'exemple du Rwanda, avec 10% du PIB, le secteur du tourisme représente une part significative de l'économie rwandaise. On parle de 620 millions de dollars de revenus générés en 2023 grâce à 1,5 million de visiteurs. Alors sur le continent africain, on compte aujourd'hui 80 millions de visiteurs chaque année, avec 35 millions de touristes qui viennent du dehors du continent, 35 millions de touristes africains et 10 millions qui sont de la diaspora. Effectivement, Samar, et le moment est venu. Aujourd'hui, c'est le moment plus que jamais d'encourager le tourisme en tant que vecteur de développement en Afrique, parce que le tourisme peut être un facteur de développement économique à condition d'être géré durablement. Il stimule l'économie, il est complexe parce qu'il dépend de plusieurs facteurs. Une gestion efficace et la contribution du numérique sont essentielles pour renforcer ce secteur. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos invités qui vont nous éclairer sur ce sujet. Mais avant, à la fin de ce débat, ou plutôt à la fin, le débat sera ouvert pour toutes vos questions. Je commence par introduire nos invités. Je commence par Monsieur Rahmani Mustafa, professeur et consultant international en marketing, management et digital marketing et bioinformatique. Monsieur Mustafa, vous allez bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour, mademoiselle Sama, Moïse, à tout le monde. D'accord. Monsieur Boukhabous Roulemallah, directeur de l'investissement au ministère du Tourisme. Bonjour. Merci. Monsieur Khouja Abdelrahman, ancien directeur commercial de l'ENTV et expert en la matière. Bonjour Monsieur Khouja. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, pour commencer notre débat, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, j'aimerais poser une question à vous, Monsieur Rahmani Mustafa. Donc, si on évalue le tourisme en Afrique aujourd'hui, qu'en dites-vous ? Je pense que le tourisme en Afrique sera quelque chose de bien heureux, d'accord. C'est une bonne chose dans la mesure où ça va participer à la richesse de l'Afrique, de sortir un petit peu des sentiers battus, parce que l'Afrique elle est quelque peu oubliée, d'accord, des continents. Mais je pense que le tourisme en Afrique, il va permettre beaucoup plus que vous le dites, du point de vue économique, etc. Ça va permettre aussi la paix. Le tourisme, il participe à long terme à la paix dans le monde, en Afrique et dans le monde. Vous voyez, puisque les gens vont se rencontrer, les cultures vont il y aura un brassage culturel, donc les barrières culturelles vont être levées. De ce fait, il n'y aura plus besoin, en quelque sorte, de passeport pour franchir une frontière d'un pays à un autre. Donc c'est ça la bonne chose dans le domaine du tourisme. Voilà. Exactement. Et je vous repose la même question, Monsieur Boukhabous Roulemallah, vous êtes directeur de l'investissement au ministère du Tourisme. Comment alors évaluez-vous le tourisme en Afrique aujourd'hui ? Merci madame pour votre question. Donc vous savez que le tourisme est un secteur économique par excellence, à l'instar des autres secteurs. Bien sûr, créateur de richesse et d'emplois. Donc, pour l'Algérie, je vais parler d'abord en Algérie, où monsieur le président de la République, donc donne une importance particulière à ce secteur qui génère, comme j'ai dit, il génère de l'emploi et de la richesse, à travers la création des pôles d'excellence touristique
pour justement développer les différents types de tourisme, à savoir tourisme balnéaire, culturel, tourisme thermal, tourisme saharien, qui est le tourisme d'appel pour notre continent. Maintenant, revenant à votre question concernant où on est par rapport au tourisme, c'est vrai que on enregistre un retard en matière surtout de promotion des différentes destinations de notre continent ou des pays de notre continent, malgré qu'on recèle d'énormes potentialités, que ce soit naturelles ou culturelles, les us, coutumes, traditions, l'artisanat. Et tout cela nécessite justement de la promotion via, comme le thème d'aujourd'hui, le numérique. Merci beaucoup, Monsieur Boukabous, pour cette vue panoramique du tourisme en Afrique. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Moustapha. Est-ce que vous pouvez nous faire un éclairage en ce qui concerne l'état du numérique dans le domaine du tourisme en Afrique? Donc l'état des lieux que je peux brosser concernant un petit peu le numérique en Afrique, c'est que en Afrique on a pris un petit peu de retard, beaucoup de retard. Oui. Le numérique, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut entamer cette révolution en quelque sorte numérique. J'irai plus loin, c'est que personnellement je vais intervenir dans le rôle de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, dans la transformation de l'industrie du numérique, du tourisme. Il y a 6 points qu'il faut retenir en ce qui concerne justement le rôle de l'IA dans l'industrie touristique. Très bien. Le premier point, c'est celui de la recherche et de la réservation. Ça, c'est la chose la plus importante quand on fait des tractations commerciales. Hein? Donc, s'il n'y a pas de recherche de clients, il n'y a pas de business. D'accord ? Voilà. Et la réservation suit. En deuxième lieu, c'est la personnalisation de l'expérience. C'est-à-dire, il faudrait que les périples touristiques qui sont accomplis au sein du continent africain soient historisés par tout un chacun, ceux qui participent justement à cette pérégrination, concernant les sites touristiques en Afrique. En troisième lieu, c'est l'assistance virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'osent pas s'aventurer sur le continent africain. Pourquoi ? À cause de considérations telles que la sécurité, à cause des aspects réglementaires, etc. Parfois le coût aussi. Et le coût aussi, exactement. De ce fait, il va falloir anticiper les voyages et les pérégrinations au sein du continent africain par une virtualisation de ce qu'ils vont faire comme parcours. Donc vous parlez de réalité virtuelle ou... Oui, entre autres, il y a la réalité virtuelle, mais il y a aussi la réalité augmentée. Oui, bien sûr. Voilà. En quatrième lieu, c'est l'assistance virtuelle à travers, par exemple, des chatbots. Les chatbots, pourquoi ? Parce que il faudrait que les gens qui comptent faire des voyages touristiques au sein du continent africain puissent avoir des réponses en temps réel sur ce qu'ils vont faire. Mm-hmm. D'accord ? Donc pour cela, il y a des applications GPT qu'on appelle GPT. Donc on a dépassé le GPT 1, GPT 2, GPT 3, on est au GPT 4.0. Oui. Mais actuellement déjà on utilise le GPT 2. D'accord ? Mm-hmm. Voilà, c'est celui qui est communément utilisé. Il y a aussi l'optimisation des opérations. Qui est un aspect hyper important, c'est ce que je vais développer justement demain, d'accord ? C'est l'optimisation des opérations, c'est faire en sorte que il y ait une relation gagnant-gagnant entre l'offreur de services touristiques et le demandeur de services touristiques. Donc il va falloir
calibrer cette offre et cette demande, d'accord, par une optimisation des ressources qui sont émises par les opérateurs touristiques, d'accord. Et il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est l'analyse des données et prévisions, parce qu'on ne peut pas anticiper les actions touristiques s'il n'y a pas l'analyse des données. Or, le nerf de la guerre, dans tout cela, dans le domaine touristique, même dans les aspects les plus classiques, s'il n'y a pas de données, des informations concernant l'environnement qui va être servi aux touristes et aussi les ressources qui vont être émises par les tour opérateurs, eh ben, il va falloir trouver des solutions pour emmagasiner ces informations. Dans les années 70, le problème se posait avec beaucoup d'acuité. Pourquoi? Parce que dans le domaine informatique, les ressources mémorielles, c'est-à-dire pour mémoriser les informations, étaient limitées. Il y avait un problème de stockage d'informations. Oui. Maintenant, le stockage d'informations est devenu presque illimité. De ce fait, on peut historiser d'une manière illimitée les informations concernant aussi bien l'offre que vous allez faire en matière de tourisme et aussi tous les aspects qu'on doit servir aux touristes. Il y a aussi les barrières culturelles. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que dans l'IA, elle va participer à lever les barrières culturelles par le biais de la traduction automatique. Donc, ce qui fait que le touriste qui vient faire des pérégrinations au sein du continent africain ne se sentira pas dépaysé oui. par rapport au territoire. Voilà les 6 points qu'il y a lieu de regarder avec beaucoup d'acuité. Alors, monsieur Rahmani et Mustapha, ici on parle aujourd'hui des enjeux du secteur du tourisme en Afrique à l'heure du numérique et de la digitalisation. Déjà, quand on parle la pandémie de la Covid-19 et les mesures de confinement généralisées qu'elle avait provoquées ont mis en épreuve le secteur touristique à travers le monde, y compris en Afrique. Donc une situation qui a poussé les acteurs du secteur à innover, et ça en intégrant notamment plus du numérique et de nouvelles technologies dans le tourisme. Donc qu'en est-il exactement, professeur Rahmani? Je pense que l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, elle vient à point nommé justement pour résoudre le problème de pandémie. C'est une solution pour la pandémie. Et du fait que justement cette promiscuité, en quelque sorte, qui va se mettre en place lorsqu'on va faire des visites touristiques, il y a lieu de la lever par quelque chose. Ce quelque chose, c'est le virtuel. Or, la seule solution pour virtualiser les pérégrinations des touristes, c'est bien l'intelligence artificielle. Voilà. Mais pour faire de l'intelligence artificielle, j'insiste beaucoup, c'est la collecte d'informations. Or, la collecte d'informations, doit y avoir une stratégie. Il doit y avoir une stratégie pour la collecte d'informations. Alors, quelle est cette stratégie? Vous savez que dans un système d'information, il y a 4 blocs. D'accord? Pour traiter l'information. Il y a le système de captage de données, le système de stockage des informations, puis le 3e lieu, il y a le système d'analyse des données, et en 3e lieu, c'est la diffusion des données. D'accord? Oui. Et chaque bloc contient ce qu'on appelle des outils. Il y a des outils qui permettent de capter les données et de les vérifier. Pour le stockage, il y a aussi des outils qui permettent de stocker l'information et de la contrôler. Donc pour chaque bloc, il y a aussi bien des outils que des moyens de vérification de l'information. Voilà. Et ça, c'est hyper important dans le domaine de la gestion, justement, des informations concernant le tourisme. Merci beaucoup, monsieur Mustapha. Monsieur Rodia, je me dirige vers vous. La question, toujours dans le domaine du tourisme, surtout le tourisme numérique, comment est-ce que ce domaine-là peut participer à la croissance d'une économie? D'abord, les données que j'aimerais vous communiquer, c'est que le tourisme représente en Afrique 8% du BIP. 8%. 8%, c'est déjà quand même important. Oui. Et il représente aussi
21 millions de personnes qui activent dans le tourisme. C'est 21 millions d'emplois. Donc, c'est déjà, il a une importance dans l'activité économique d'un pays. En Algérie, nous sommes aujourd'hui arrivés, ces dernières années, avec des mesures incitatives, prises par les pouvoirs publics, à faire venir beaucoup plus de touristes qu'auparavant. Entre le nombre de touristes que nous recevions avant le Covid et après le Covid, il y a eu 56% d'augmentation du nombre de touristes en Algérie. C'est 56%. C'est très très important. Parce qu'il y a eu une série de mesures incitatives prises par le pouvoir public, comme les visas à prendre à l'arrivée, à travers des agences. Ça a contribué à augmenter le nombre de touristes en Algérie. Il y a des pays qui ont fait mieux. L'Angola a aboli le visa pour 98 pays. Il y a 98 pays qui peuvent aller en Angola sans demander de visa. Et tout comme le Kenya aussi. Le Kenya qui l'a fait tout récemment. Il y a un certain nombre de pays. Bon, chaque pays a sa politique de tourisme. La politique en Afrique du Nord et en Algérie est totalement différente de la politique qu'on observe dans un certain nombre de pays qui sont classés parmi les premiers en Afrique. Nous avons cité, vous venez de citer le Rwanda, il y a le Botswana, il y a la Tanzanie, il y a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Tous ces pays-là sont sur un tourisme animalier, j'ose dire, puisque la Tanzanie et le Kenya, par exemple, partagent une même savane. Donc ils encouragent des circuits touristiques à l'intérieur de la savane. Quand vous allez en Nairobi, on vous invite tout de suite à aller faire un safari photo. Et c'est la même chose au Botswana. Donc, chaque pays, en Afrique du Sud aussi, ils ont un des plus importants parcs animaliers d'Afrique qui s'appelle le parc Kruger. Et là aussi, vous pouvez aller... ici, en Algérie, c'était totalement différent. Notre tourisme, qui était à un certain moment très balnéaire, a été orienté vers un tourisme saharien qui est le plus porteur. C'est un des meilleurs produits qu'on peut offrir actuellement aux touristes algériens. Et puis, je ne sais pas qui avait dit, c'était un Égyptien, il dit, je suis venu, dans la même saison, je suis allé en montagne, j'ai fait du ski, et je suis allé dans une station où j'ai pu nager, et en même temps je suis allé au Sahara, sur la même période. Vous voyez, je crois que c'était un Égyptien qui l'avait dit. Donc vous voyez toutes les potentialités qu'offre l'Algérie en matière touristique. Maintenant, notre souci n'est pas tant la question de l'outil qui va accompagner le produit. C'est vrai que le numérique est important, parce que nous devons nous outiller pour faire la promotion du produit. Mais il n'y a pas que ça. La valorisation du produit passe par d'autres mesures. Nous aurons peut-être le temps d'en parler plus tard. Oui, bien sûr. Et là, je ne voudrais pas trop m'étaler, je ne voudrais pas surtout monopoliser la parole. Donc je vous redonne... Justement, j'aimerais avoir l'avis de M. Boukabou sur la question. En quoi est-ce que le tourisme numérique peut favoriser, pour faire grandir une économie? Alors je rappelle pour nos chers auditeurs que vous êtes le directeur de l'investissement au ministère du Tourisme. Donc, tout d'abord, je pense qu'il faut d'abord réfléchir sur la création des différentes destinations. Une destination, le tourisme, c'est pas uniquement les hôtels ou c'est l'activité et tout ce qui est autour justement de ce territoire qu'on veut découvrir. Donc, la première question, c'est comment doit-on
pour créer une destination touristique et surtout spécifique. Très bien. C'est ce qui fait la différence entre tel ou tel pays, et surtout le touriste a besoin de découvrir quelque chose qu'il n'a pas chez lui et qu'il ne trouvera jamais, sauf sur le territoire choisi. Donc par rapport à ça, on peut dire que notre continent recèle, comme je l'ai souligné tout à l'heure, d'importantes potentialités touristiques, et reste à savoir comment mettre ou monter cette destination afin de développer les différents types de tourisme. Merci beaucoup. Merci Monsieur Boukabous. Alors Monsieur Rahmani Mustafa, je reviens vers vous et je rappelle que vous êtes professeur et consultant international marketing et digital. Donc ma question est comment alors les startups, qui est un sujet, comment est-ce que les startups propulsent l'industrie du tourisme dans notre continent, en Afrique? Les startups ont un rôle très important, très important à jouer. Mais il y a aussi autre chose. Il y a, pour atteindre un objectif, il va falloir avoir une stratégie. D'accord. La stratégie, comment qu'elle s'élabore? Elle s'élabore de la manière suivante. C'est que voir quelle cible on doit viser pour pouvoir justement avoir une rentabilité à long terme. Toujours est-il que le marketing a une définition bien précise. On dit que le marketing, c'est un ensemble de techniques qui permettent d'orienter les biens et services d'une entreprise, donc d'une start-up, par rapport au marché. D'accord? En utilisant des variables d'action, et ces variables d'action, ce sont les variables d'action marketing, qu'on appelle le produit, c'est-à-dire le produit touristique, la tarification, c'est-à-dire le prix, le mode de communication qu'il y a lieu d'élaborer, et aussi le mode de distribution qu'on va adopter. Et tout ceci, c'est pour réaliser un profit raisonnable. La start-up, généralement, elle est monoproduit au début. Elle est monoproduit, elle n'est pas multiproduit. Pourquoi? Parce que il faut qu'elle atteigne un certain stade de croissance pour pouvoir commencer à se démultiplier du point de vue de l'offre. D'accord? Donc, cette entreprise, c'est-à-dire cette start-up qu'on appelle entreprise, parce que au fond c'est une micro-entreprise, si l'on veut, d'accord? Je crois que c'était un abus de langage, d'accord? Qu'il y a lieu de bien regarder. Donc il y a la stratégie et il y a aussi le management. Et le management, qu'est-ce que c'est? Le management, c'est le mariage heureux de la stratégie et des structures. Ça veut dire que la start-up, il va falloir aussi qu'elle se structure par rapport à son processus d'affaires. D'accord? Voilà la chose. Donc la start-up en Algérie, elle doit s'asseoir donc aussi bien sur l'aspect commercial, c'est-à-dire le marketing et la vente, et s'asseoir aussi sur le management, c'est-à-dire la stratégie et les structures. Parce que si on a une stratégie et qu'on n'a pas de structure, on ne pourra pas exécuter sa stratégie. C'est bon? Merci beaucoup, monsieur Mustafa. Monsieur Boukabous, j'ai juste une question. Donc, l'augmentation du tourisme alimenté par les startups a également, donc parlant des startups, elle a également conduit à la création d'un nombre encore plus important de startups, en particulier dans le domaine du voyage. Justement, tout à l'heure on avait parlé de la pandémie Covid-19. Justement, on va vous parler de l'expérience algérienne et l'implication du secteur du tourisme face à cette pandémie. Et juste après, donc il y a eu la relance du tourisme en Algérie à travers justement les différents acteurs, que ce soit les hôteliers ou les agences de voyage, et qui sont orientés vers justement les startups et les réseaux sociaux afin de commercialiser leurs produits et de là, ça a créé un marché local très très important et que le ministère justement a encouragé et continue à encourager.
D'accord. Monsieur Boukabouz, toujours avec vous, mais j'aimerais aussi avoir l'avis de tout le panel sur la question. Quels sont selon vous les challenges et les opportunités que le numérique présente au tourisme en Afrique? Bon, le challenge, les différents challenges, parce qu'il y en a plusieurs, je pense que vu que c'est un secteur, si j'en parle du secteur du tourisme, c'est un secteur qui génère énormément d'emplois, directs et indirects. C'est un secteur qui est horizontal, donc il fait, c'est un effet d'entraînement sur les autres secteurs aussi. Donc par rapport à ça, donc c'est un capteur de tourisme et d'emploi à la base. Donc c'est un secteur économique par excellence. Donc vous avez parlé des startups. Justement, il y a eu le développement des startups par rapport à ça et qui répondent justement à certaines demandes du monde économique. Très bien. Monsieur Rodia. Oui. Je voudrais abonder dans le même sens que monsieur Boukabouz. C'est que aujourd'hui, nous sommes en pleine 4e révolution industrielle. Il faut que tout le monde puisse mettre ça dans la tête. Et mon ami là, vient de parler de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'elle va jouer un très grand rôle dans la promotion du produit touristique. Et je voudrais plus particulièrement insister sur l'intelligence artificielle générative. C'est celle qui va nous produire du contenu. Moi, je ne voudrais pas parler de moi-même, mais je vais insister sur cette question du contenu parce que aujourd'hui, cet outil-là va nous permettre, ce qui n'était pas possible avant. Aujourd'hui, cet outil-là va vous permettre, juste en appuyant sur un bouton, à aller visiter le musée des Beaux-Arts à partir de Paris. En créant un contenu qui vous va permettre de visiter le musée des Beaux-Arts, regarder tous ces tableaux-là en visitant virtuellement le musée des Beaux-Arts ou le musée du Bardo, ou bien aller sur un site au Sahara, regarder les peintures rupestres que nous avons chez nous, avec cette création de contenu à travers l'intelligence artificielle générative. Ça, c'est un des points, parce que l'intelligence artificielle, c'est un corollaire du numérique. Il faut savoir que nous, professionnels, moi j'étais un professionnel d'audiovisuel, nous avons commencé par l'analogique, nous sommes passés au numérique, et du numérique, nous allons passer au virtuel. Nous sommes dans le virtuel aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Maintenant, Apple a lancé Apple Vision. Ça veut dire que maintenant, même les smartphones, etc., n'auront plus d'écran. Nous sommes en plein dans le virtuel. Et là, le challenge, justement, le défi que doivent relever toutes ces startups, c'est de nous embarquer sur ce nouveau monde-là. Et je ne vous ai pas encore dit que peut-être que ça va être l'objet d'une autre communication l'année prochaine ou bien dans 2 ans. Nous sommes rentrés dans la révolution quantique. La révolution quantique, vous savez que maintenant l'ordinateur quantique est un supercalculateur que vous aurez à la maison dans peut-être 2-3 ans. Ça, la révolution quantique, avec tout ce qui va venir avec l'intelligence artificielle, ça va bouleverser nos vies. Et le tourisme, fatalement, va être touché. Bon. Le produit touristique a besoin aussi d'autre chose. Il faut aussi être un peu terre à terre, parce que le produit touristique a besoin d'exposition et de visibilité. Ça, c'est une autre paire de manches pour pouvoir vendre.
parce que moi, quand je voulais vendre, j'ai vendu beaucoup à la télévision. Quand je demandais, on me dit qu'est-ce qu'on a comme produit? Qu'est-ce que je peux proposer comme produit pour pouvoir vendre? Si je n'ai pas un produit bien fait pour pouvoir le vendre, vous pouvez avoir toute l'intelligence artificielle que vous voulez, toute l'évolution que vous avez, vous ne pourrez pas vendre. Donc, il faut travailler pour valoriser d'abord le produit. Et il y a différentes techniques aussi pour ça. Merci Monsieur Khoudia. Alors, de tout temps, on en parle de tout temps, le développement du tourisme s'est fait parallèlement avec celui de la croissance démographique de la société. Et puis ce secteur fut bouleversé par l'arrivée des nouvelles technologies, la transformation digitale a créé des mutations dans l'offre et la demande du secteur et a redéfini les rôles de ces acteurs en offrant de nouvelles opportunités, mais aussi en soulevant de grands défis. Donc nous allons nous intéresser avec vous au changement du tourisme ayant eu lieu à l'influence de la transformation digitale et pourquoi pas présenter les principales technologies responsables de ces changements. Je commence par vous, Monsieur Rahmani Mustafa. Comme l'a dit mon camarade, il a invoqué comme quoi qu'il faudrait des produits à offrir pour faire fonctionner en quelque sorte la baraque. D'accord. L'entreprise. Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est que l'IA, justement, elle permet justement de générer des concepts. On n'est pas arrivé, vous allez voir, avec GPT 4o, il y a ce qu'on appelle une génération en quelque sorte automatisée des concepts. C'est-à-dire que il va y avoir dans l'absolu disparition de la recherche d'idées. Les idées vont venir justement des machines. D'accord? C'est ça le danger, en quelque sorte. Il y a même un problème d'éthique qui va se poser, hein, avec beaucoup d'acuité concernant justement l'utilisation des machines IA. D'accord? Pourquoi? Parce que avec l'éclosion de l'ordinateur quantique, hein, c'est ça qui va nous permettre de faire des générations d'idées. D'accord? Quand il y aura des générations d'idées, il va falloir les conceptualiser. Pour les conceptualiser, il va y avoir des systèmes de filtrage pour obtenir la meilleure des idées qui peut être applicable au niveau du terrain. Lorsqu'il y aura justement cette génération d'idées, c'est-à-dire après concept, approuvé, d'accord, il va y avoir la conception du produit. La conception du produit va passer par des essais sur ce produit pour dégager les éléments qu'on appelle les plus pertinents concernant la constitution d'un produit. Il va y avoir après une analyse financière, c'est-à-dire on va voir quelle est la rentabilité en adoptant un produit après sa conceptualisation. Puis il y a le test de marché. Or, le test de marché, on peut le faire rapidement, surtout avec l'IA, d'accord? L'IA générative. Voilà. C'est un petit peu à contre-courant de ce que disait mon camarade, parce que mon camarade, j'ai bien compris, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une idée applicable pour pouvoir la commercialiser. Évidemment. Eh ben, je vais vous dire une chose, c'est que l'IA, justement, elle permet, justement, de zapper cet aspect. Cette étape. Voilà. C'est juste une précision. Surtout avec GPT 4o. Parce que, GPT 4o, il est en expérimentation, je vais vous dire. Il est beaucoup plus utilisé dans le domaine médical. D'accord? Dans le domaine des médicales, pour le diagnostic, surtout du cancer. D'accord, il est utilisé dans le diagnostic du cancer GPT 4o, d'accord, pour avoir le diagnostic et les traitements appropriés. Voilà. Je vous laisse, Monsieur Khoudia, rebondir sur ce sujet, justement, sur ces principales, plutôt sur ces changements qu'on voit aujourd'hui, sur les principales technologies responsables de ces changements. Oui, moi je ne partage pas l'ensemble de ce que vient de dire mon ami. C'est vrai que l'intelligence artificielle va contribuer beaucoup pour la promotion de tous les secteurs d'activité, pas seulement dans le tourisme, dans la santé, dans l'éducation, etc. Mais
comme nous avons dit il y a quelques années, nous avons dit qu'Internet est un pharmacone. Vous savez ce que c'est un pharmacone? Quelqu'un peut me répondre ce que c'est un pharmacone? Ici. C'est Moustapha? Un pharmacone. Un pharmacone, c'est un remède et un poison en même temps. On parlait de ça il y a quelques années pour Internet, et nous sommes en train de dire la même chose pour l'intelligence artificielle. Donc il ne faut pas entièrement s'appuyer sur les nouvelles technologies pour faire ça. Et je vais vous partager une expérience que j'ai eue il y a quelques années, il y a, disons, plus de 30 ans. Vous savez que quand j'étais à la télévision, je ne me rappelle plus si c'est le Touring Club ou l'ONAT à l'époque, nous avait appelé pour organiser le Paris-Dakar qui passait par l'Algérie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous êtes tous plus ou moins jeunes ici, mais le Paris-Dakar passait par l'Algérie et c'était un événement mondial. Vous ne pouvez pas vous imaginer, quand on a fait des mesures au niveau de l'exposition, parce qu'en termes commerciaux, nous, on parle d'exposition et de visibilité. Ce que nous a donné ce rallye Paris-Dakar, et c'était dans les années 80 jusqu'en 88, parce que c'est là où il y a eu la cassure, nous avons, en termes de visibilité, en organisant avec Thierry Sabine, l'organisation à l'époque, maintenant c'est Amaori Sport, organisation, ce que nous avait apporté le Paris-Dakar à l'époque. Ensuite, ce Paris-Dakar a été délocalisé, ils sont partis le faire en Arabie Saoudite, en Amérique du Sud, etc. Et il n'a jamais eu la visibilité qu'il avait eue lorsqu'il traversait par l'Algérie. Bon, il y a eu des problèmes, hein. Ça s'est pas passé facilement. Il y a eu de vols de peintures rupestres à l'époque, etc., etc. Mais ça a contribué grandement à l'exposition et la visibilité de notre pays. Parce que moi, j'estime, on parle beaucoup de marketing touristique, mais le tourisme est marketing de l'Algérie. C'est le tourisme qui est le marketing de l'Algérie, parce que nous avons besoin de donner une image de notre pays. Donc c'est le tourisme qui est marketing, déjà. Parce que quand vous passez devant un magasin, d'abord, vous regardez la vitrine, et s'il y a quelque chose qui est intéressant dans la vitrine, vous rentrez dans le magasin. Et c'est ça, la valorisation du produit. Nos voisins qui sont en train de nous chipper tous les grands événements sportifs qui auraient dû se dérouler en Algérie, c'est pour soigner leur image. C'est pour ça que moi je suis un peu... C'est vrai que je suis très technologie, et je suis avec vous à 100%, mais il y a des choses terre à terre qu'il va falloir qu'on développe chez nous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, M. Roudia. Ma question est pour M. Bokawous. Est-ce que vous pouvez nous présenter, peut-être dans les détails, la planification, c'est-à-dire le plan d'action de l'Algérie au niveau du tourisme? Quel est son public cible? Quel est son plan marketing? Alors, la stratégie du secteur du tourisme s'appuie sur le schéma directeur d'aménagement touristique à l'horizon 2030. Donc, c'est la politique nationale en matière de développement du tourisme. Donc, cette stratégie elle tourne autour de 5 dynamiques. La première dynamique, comme l'a souligné mon cher ami, c'est la valorisation de l'image de l'Algérie. Ça, c'est un point très très important à travers la promotion et la communication. Deuxième dynamique, c'est la création de pôles d'excellence touristique
travers l'encouragement des investissements qui vont accueillir justement les projets d'investissement touristique. Il y a aussi le plan qualité tourisme. C'est un programme adressé aux professionnels du tourisme justement pour hisser les prestations de services au niveau international. Il y a aussi le partenariat public-privé, la 4e dynamique. Là, l'implication du partenaire privé dans l'économie nationale. Et enfin, c'est la mobilisation des financements nécessaires pour la mise en œuvre de cette stratégie. Donc par rapport à tout cela, c'est vrai que en matière de marketing territorial, c'est très délicat. Je dirais. Il faut être très très vigilant par rapport qu'est-ce qu'on doit marketer, quel type de produit et à qui surtout. Et bien sûr, voilà, c'est pratiquement la stratégie de notre secteur. Maintenant, en matière de chiffres, actuellement, on enregistre quelque chose comme 2,2 millions de touristes étrangers. Mmh. Donc, on vise à aller encore plus loin d'ici 2030 jusqu'à 10 millions. Mmh. Et tout cela à travers la stratégie qu'on est en train de bien sûr, le parc hôtelier existant, on vise à 200 000 lits à l'horizon 2030 avec des normes internationales. Merci beaucoup, Monsieur Mokabous. Merci, Monsieur Mokabous. Vous avez parlé de vigilance, ce qui est bien parce que ça introduit ma prochaine question à l'égard de Monsieur Roudia. Tout récemment, la Mauritanie a décidé de régulariser le domaine de la publicité. Et pour ce faire, elle a décidé d'instaurer des licences, dites licences d'influenceurs, qui sont obligatoires à présent en Mauritanie pour exercer le métier d'influenceur. Est-ce que vous pensez que ça peut être un vecteur important du tourisme? Bon, là aussi, les avis sont partagés. Bien. Les avis sont partagés parce que, à un moment donné, nous avons privilégié la régulation de la publicité en Algérie. Vous savez qu'en Algérie, il n'y a pas encore de loi sur la publicité, ni sur les sondages d'ailleurs. Elle est sur la table des pouvoirs publics. Je pense qu'elle va être... je ne peux pas vous dire si elle va être promulguée ou non, mais alors que ici même, dans les journées euro-maghrébines sur le marketing, nous avons évoqué cette question-là avec M. Stéphane Martin qui va intervenir demain. Il y a quelques années, c'est déjà il y a 5 ou 6 ans. Et maintenant, en Europe et en France particulièrement, on parle beaucoup d'autorégulation. C'est-à-dire que avant, par exemple, lorsqu'un spot publicitaire devait passer dans une radio ou bien dans une télé en France, ils avaient besoin de l'autorisation de l'autorité de régulation de la publicité en France. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, ils sont passés d'une régulation à une autorégulation. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire que en matière touristique, si la publicité peut être un facteur encourageant ou non, toujours est-il que après le Covid, nous étions bien classés dans le Maghreb en matière de recettes publicitaires. Nous étions pratiquement à un très haut niveau. Je ne peux pas vous donner le chiffre parce que je ne l'ai pas en tête. Je ne sais pas si M. Hassas l'a encore en tête, mais nous étions au niveau des recettes publicitaires en Afrique du Nord parmi les premiers. Et après le Covid, les recettes publicitaires, tout produit publicitaire confondu, ça a chuté, mais drastiquement. Donc, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne suis plus dans le domaine depuis quelques années, je ne peux pas vous l'expliquer, mais sur le produit touristique, il y a un certain
certains produits audiovisuels, par exemple, que nous avons tenté de lancer avant le Covid, et qui faisaient la promotion du tourisme en Algérie. Nous avions une émission un concept. Il n'y avait pas encore ni d'intelligence artificielle, ni rien du tout. C'est des gens qui nous ont proposé un produit qui s'appelle Jazair. Il est venu visiter. Oui, ça, c'est un produit qu'on a. Et donc, on est allé au ministère du Tourisme de l'époque. Nous avons rendu visite à HTT. Tout le monde était d'accord pour nous accompagner sur ce produit-là. Nous devions le faire, et puis le Covid est venu, etc. Tout s'est arrêté. Nous avions aussi un autre produit qu'on devait lancer à la télévision. C'était un produit qui s'inspirait un peu du Pékin Express. Bon, maintenant il paraît que le Pékin Express va passer par l'Algérie, c'est des rumeurs. Ils disent Pékin Express, ils vont le faire en Algérie. Si jamais ça se fait, c'est une excellente émission qui va promouvoir la destination Algérie. S'il traverse l'Algérie, je ne sais pas si c'est l'Algérie, la Mauritanie ou un autre pays, généralement il traverse plusieurs pays. Mais nous avions à l'époque à la télévision, je vous parle de cette période, où nous devions faire une sorte de mixte entre le Dormir chez l'habitant et ce Pékin Express. Donc c'était une émission où on allait faire des bivouacs dans certains endroits du pays. Donc c'était un concept très intéressant. Bon, maintenant peut-être que ça va reprendre. Je ne sais pas comment ça va reprendre, mais peut-être que ça va reprendre. Il y a des gens qui produisent qui sont dans de nouveaux produits, et peut-être qu'ils vont s'aider de l'intelligence artificielle générative pour proposer d'autres produits. Et ça va contribuer à la promotion de la destination Algérie. Vous voyez, donc, on ne peut pas dire que cette chose-là va nous aider, cette chose-là ne va pas nous aider. C'est l'ensemble de cet écosystème qui va faire la promotion de la destination Algérie, de l'image du pays en général. Vous voyez, ça c'est un avis personnel. Maintenant, ça c'est tous les avis restent. C'est pas tout le monde qui peut être d'accord avec moi. Personnel à l'autre, bien sûr. Donc c'est pour cela que je vais vous laisser rebondir là-dessus, Monsieur Rahmani Moustapha, pour avoir justement votre avis et vous partager l'avis de Monsieur Khoudia ou non. Donc je rappelle que vous êtes professeur et consultant international marketing management et digital marketing et bioinformatique. Donc je vous laisse rebondir. De toutes les manières, je ne vais pas rebondir. Pourquoi? Parce que commenter. Ce qu'il dit, oui, je vais commenter. Ce qu'il dit, il y a c'est vrai, il y a une vérité. Ce qu'il y a, il faudrait voir avec beaucoup de perspicacité ce qu'est le changement. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Le changement, il y a 3 étapes pour le changement. Il y a ce qu'on appelle la phase de dégel, il y a la phase de changement proprement dit, et il y a la phase de regel. Et après, ça tourne. C'est cyclique. La phase de dégel, c'est le fait de faire l'état des lieux. Voir ce qu'il en est de l'état des lieux. Où la science... comprendre la situation. Voilà. Et où la science peut contribuer à résoudre certains problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de problèmes, il faudrait parler beaucoup plus de solutions. Oui. D'accord? Après, il y a la deuxième phase, c'est la phase de changement de proprement dit. Alors, dans la phase de changement de proprement dit, elle est très très importante. Pourquoi? Parce qu'avant tout, il y a la formation. Il y a la communication, il y a la sensibilisation, d'accord? Il y a un certain nombre de facteurs qui permettent justement le changement proprement dit. Ce n'est que lorsqu'on aura fait le changement proprement dit, c'est-à-dire adopter de nouveaux réflexes, etc., concernant l'accueil des touristes, d'accord? Il y a une mentalité qu'il y a lieu de transformer, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le changement radical aussi. C'est vrai. Vous savez que le changement radical, le seul établissement que j'ai vu pour l'enseignement du changement radical, c'est au niveau des pays d'Amérique du Nord, c'est-à-dire en l'occurrence le Canada. Qu'est-ce qu'ils font? Le changement radical, c'est quoi? C'est le fait de faire du changement, mais à la racine.
C'est-à-dire qu'on va toucher même la culture, en quelque sorte. D'accord? D'un pays. D'accord? Je suis en train de soulever maintenant les démons. Je suis certain. Il y a beaucoup de gens qui vont rebondir. Ils vont se dire comment, justement, toucher une culture pour faire en sorte qu'il y ait du changement. C'est vrai. Parce que si vous voulez changer de nature, il faudrait changer aussi les éléments qui font qu'il y ait cette nature. D'accord? Donc il y a ce qu'on appelle le changement, il faut faire le changement radical. Lorsqu'on a fait le changement par la formation, par la sensibilisation, par l'adoption de nouvelles procédures, etc., là il y aura l'apprentissage. Et là on va faire après la consolidation, c'est-à-dire faire en sorte à maintenir ce changement et à faire en sorte que ce changement soit pérenne et que tous les réflexes, stabilisation. Voilà. Donc 3 états qu'il faut traverser pour le changement. Donc il y a la phase de dégel, changement proprement dit, et regel. C'est-à-dire il faut consolider. D'accord? Sinon on n'a pas fait de changement. On n'a fait que du changement superficiel. Temporaire. Voilà, superficiel. Voilà. Et on revient à nos anciennes habitudes, etc. Merci, monsieur Rahmani. Merci Moïse. beaucoup, monsieur Moustapha. Alors, ma prochaine question est pour monsieur Boukabous. Alors, peut-être que nous aurions dû commencer par cette question, mais ça sera celle par laquelle nous allons terminer. J'aimerais que vous puissiez nous dire à nous et à nos auditeurs, est-ce que l'Africain lambda, aujourd'hui, utilise l'outil numérique de façon quotidienne pour le tourisme? Est-ce qu'on l'utilise? Je pense qu'on est quand même en retard par rapport à plusieurs facteurs. On a soulevé tout à l'heure justement, il s'agit du coût du voyage, parce que si vous parlez du voyage, c'est ça. Voilà. Donc déjà, le plus important, c'est que déjà, comme vous avez dit, le citoyen lambda africain doit connaître son continent. Donc déjà, ça c'est une grande étape si on arrive à la franchir. Et de 2, capter le maximum de touristes, parce qu'on est juste à côté du bassin méditerranéen qui est la première destination mondiale, à capter le maximum de touristes étrangers à visiter notre continent. De faire de notre continent une destination, vu que on ne va pas revenir sur les potentialités et ainsi de suite, mais on a tous les éléments pour faire émerger ce secteur et il devient un secteur économique par excellence. Merci beaucoup, merci, M. Boukabous. Merci à vous. Je vous remercie d'abord, M. Rahmani Moustapha, professeur et consultant international de marketing, management et digital marketing et bioinformatique. M. Boukabous Roulam Allah, directeur de l'investissement au ministère du Tourisme. M. Khouja Abdelrahman, ancien directeur commercial de l'ENTV, expert en la matière. Donc, pour résumer ce qui vient d'être dit, le tourisme stimule les économies et favorise la transformation économique des pays africains. Ces retombées positives vont de l'amélioration des moyens de subsistance, comme on vient de le dire, à la diversification des exportations, et la technologie est désormais inextricablement liée au secteur du tourisme et de l'hôtellerie, influençant chaque aspect du voyage, de la planification à la communication, en passant par les transactions. Donc le secteur est en constante évolution grâce aux avancées numériques surtout. Donc sans oublier notre radio, la radio Afriqiya FM, qui est partenaire de cet événement, qui promeut l'Afrique et ses danses, ses mets culinaires, ses figures historiques et bien plus encore à travers ces programmes qui pourraient être un vecteur du tourisme en Afrique, Moïse. Et tout à fait, Samar. Et je profite aussi pour remercier nos invités pour leur contribution éclaircissante. Merci à vous. Merci, chers auditeurs. Merci à l'audience ici présent pour votre fidélité. C'était le forum d'Afriqiya FM sur le tourisme à l'ère du numérique. Restez à l'écoute pour nos prochains programmes. Au revoir et à bientôt. À bientôt.